Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Géraldine est la fondatrice de Parcel Tiny House. C'est un concept d'hébergement éco-responsable sur des terres d'agriculteurs. Diplômée d'une école de commerce, Géraldine part direction l'Australie pour un stage de 6 mois, mais elle y restera finalement 7 ans. Elle passe aussi 2 ans en Asie, à Kuala Lumpur et à Singapour. Travaillant dans le tourisme, elle se passionne pour ce secteur. Comme elle le dit, elle vend des moments de bonheur. Elle partage avec nous sa vie en Australie, une vie qu'elle définit comme être dans une bulle de bonheur. Plage, soleil, nature, aventure, le nouveau rêve américain. Après quelques années de vie douce et ensoleillée, le terroir et la bonne bouffe française commencent à lui manquer. Depuis très jeune, Géraldine a toujours eu cette envie d'entreprendre. En rentrant en France, elle rejoint les équipes du Club Med à Paris, mais au bout de 3 mois, elle s'en va. Cette situation ne lui convient pas. À Paris, elle a cette sensation de suffoquer. Elle ressent vraiment le besoin de redécouvrir le terroir français et de répondre à ce besoin. Savourer un bon fromage frais, déguster un vin en provenance d'un bon vignoble, elle a alors l'idée de créer un lieu cocooning en pleine campagne pour ne rien faire, pour se déconnecter totalement du quotidien et se ressourcer. Elle commence alors à dessiner la cabane de ses rêves, un vrai petit cocon. Elle part s'installer à Bordeaux et rejoint l'incubateur La Ruche pendant 9 mois. Ils l'accompagneront de l'idée au projet. Cela lui évitera aussi la solitude de l'entrepreneur. Durant ces quelques mois, elle recherche des agriculteurs, des partenaires, des fournisseurs et au bout de 11 mois, elle lance sa première tiny house. Elle fait concevoir et installe ses micro-maisons écologiques sur des terrains d'agriculteurs non utilisés pour offrir aux voyageurs un séjour au cœur de la nature. Un moyen de reconnecter avec le terroir français, mais aussi avec les agriculteurs. Les maisons sont construites en France et sont 100% autonomes. La première tiny house se situe au cœur des vignes de Saint-Émilion. Une expérience authentique, mais aussi très humaine, au cœur du terroir et proche des agriculteurs. Salut Géraldine. Bonjour Sandra. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comme tu le sais, ça fait un petit moment que je te stalk sur les réseaux sociaux et que je regarde le projet dont tu vas nous parler. Donc je suis trop contente que tu aies accepté mon invitation. Géraldine, je te laisse te présenter en quelques mots s'il te plaît. Oui, bien sûr. Moi, je suis Géraldine, la fondatrice de Parcel Tiny House, qui est un concept d'hébergement éco-responsable sur les terres d'agriculteurs. Super. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui est Géraldine, quel est ton parcours et puis pourquoi tu en es là aujourd'hui avec ce superbe projet dont on va parler? Bien sûr. Écoute, moi, j'ai fait une école de commerce donc à Nice, à l'EDEC. Et après cela, je suis partie en stage de fin d'études en Australie, au sein des équipes du Club Med. Et partie pour un stage de 6 mois, j'y suis restée presque 7 ans. Ça, c'est complètement dingue. Ouais, souvent c'est comme ça en Australie, tu arrives pour une durée de 6 mois et tu restes plusieurs années. Donc Mais j'ai voilà. l'impression, ouais. Ouais, non, c'est fou. Et donc je suis restée assez longtemps là-bas, travaillais toujours dans le tourisme et dans le digital pour Club Med et plus tard Sofitel. Et entre-temps, j'ai fait un petit stop en Asie, 2 ans, où j'ai vécu entre Kuala Lumpur et Singapour. D'accord. Et donc, tu as toujours bossé dans l'hôtellerie finalement? Toujours dans le tourisme, ouais, toujours. Et je pense que ça me convient plutôt bien en termes de personnalité, parce que c'est vrai que c'est hyper dynamique, ça change tout le temps. Et puis tu as aussi le côté, moi je disais toujours que je vendais du bonheur au Club Med, c'était le C'est slogan, vrai. mais c'est vrai que tu vends des moments et j'aime faire plaisir et j'aime créer ces moments-là avec les clients, donc c'est très important. Et qu'est-ce que tu faisais alors? Parce que tu nous parles de ces 7 années en Australie. C'était quoi réellement ta vie en Australie? Entre le boulot, tes loisirs et ta vie, quoi, globalement. Ma vie en Australie, c'est ce qu'on appelle une petite bulle. Quand tu rentres, tu te rends compte de la chance que tu avais. La vie en Australie, c'est quand même assez doux, puisqu'on travaille,
on se régale. Moi, je travaillais, donc j'étais en charge du marketing pour Club Med sur le marché australien et néo-zélandais. Ce qui était hyper intéressant de en fait, commercialiser un service, un produit français, mais avec une cible qui est australienne, avec une vision totalement différente, on va dire, des habitudes françaises. Et donc, je travaillais là-bas et je profitais surtout beaucoup de la plage le week-end, étant absolument accro au soleil et à la nature. Je profitais vraiment des grands espaces et de l'aventure qu'on pouvait faire tous les week-ends en partant à 45 minutes de Sydney. Ça a l'air complètement fou cette vie en Australie et c'est fou parce que enfin pas toutes, mais beaucoup de femmes, de filles que j'interviewe dans les locomotives ont eu une expérience en Australie. Donc je me dis qu'il y a quelque chose, tu vois, il va falloir que j'y aille à un moment donné. Non, mais C'est c'est pas sûr, je possible. pense que c'est devenu un petit peu le nouveau rêve américain, c'est devenu l'Australie. Et je t'avoue que pour l'anecdote, quand moi je suis partie, c'est grâce à une de mes amies qui m'a dit, viens, on va faire notre stage en Australie. Et j'étais plutôt franco-française, à pas vraiment vouloir partir, j'avais pas ce besoin-là. Et je lui ai dit, mais l'Australie, je savais à peine où c'était sur une carte. Et je pensais qu'ils étaient un petit peu, que c'était plutôt l'Asie vraiment profonde, etc. Puis j'ai googlé Sydney et là j'ai vu la plage, les grands parcs, etc. Et j'étais hyper surprise et j'ai dit ok, let's go. Et j'ai pas Bah, regretté. c'est clair. Mais c'est clair. Et alors pourquoi tu as eu envie de quitter l'Australie au bout de 7 ans? Parce que la France me manquait. C'est vrai qu'après 7 ans, bon, c'est un petit peu loin, tout de même, 24 heures d'avion pour s'y rendre. Mais je pense que j'avais fait un peu le tour de l'Australie et la vie est si douce là-bas que je n'arriverais pas à savoir pourquoi j'ai voulu rentrer, mais c'était plutôt le terroir. Là, tu vois, la bonne bouffe française qui me manquait, les paysages comme la Provence, des choses comme ça. C'est toujours quand t'as pas quelque chose qui te manque. Mais complètement, ouais, c'est tellement vrai. C'est ça. Mais moi, je suis en France, je suis là, ah, je veux retourner à Bondi Beach Évidemment, pour pouvoir aller évidemment. nager avant d'aller travailler. Euh, mais non, non, c'est ça qui me manquait énormément. Puis aussi le fait de voir ma famille un peu plus souvent. Mais bon, je les voyais quand même assez souvent, souvent ils me rejoignaient en Australie ou en Asie pour des petites vacances. Top. Et donc après, tu es rentrée en France et tu es repartie pour l'Asie, c'est ça? Non, j'étais en Australie, je suis partie en Asie et je suis revenue en Australie. Et enfin, en 2019, je suis rentrée en France. Et là, j'y suis D'accord, restée. Mais par contre, je suis pas restée très longtemps à Paris. d'accord. Et pour faire une petite comparaison entre ta vie en Australie et en Asie. Totalement différente. C'est Ouais, pas du tout la même chose. Moi, j'étais à Kuala Lumpur. Je suis arrivée à 25 ans à Kuala Lumpur, seule. Mais c'est un pays qui peut faire peur un peu de l'extérieur. C'est pas du tout Singapour qui est développé, etc. Et c'est vrai que je suis arrivée, je pense que je devais être un peu inconsciente. Et c'est ce qui rend les choix de vie très intéressants. C'est souvent que tu n'y réfléchis pas à 10 fois. Tu sautes sur l'occasion. Et là, moi, c'était une occasion intéressante. Donc, j'y suis allée. Mais ma vie était complètement différente, hein. Je suis arrivée, choc des cultures. J'étais la première occidentale dans le bureau de Kuala Lumpur. Euh, les gens pas me faisaient pas confiance, mais j'étais jeune, j'étais une femme, j'étais la première occidentale. Bon, c'est pas toujours facile et finalement il y a eu un temps où on s'est un peu apprivoisé avec les équipes locales et c'était super, c'était 2 années exceptionnelles et j'en ai des souvenirs magiques. oui, c'est sûr. Et c'est souvent d'ailleurs quand on part comme ça, comme tu le dis, c'est des grosses prises de risques, mais c'est le goût de l'aventure et l'aventure qu'on va vivre sur place qui est exceptionnelle, quoi. Exactement. Là, en Asie, tu peux voyager hyper souvent. Tu as un cadre de vie qui est exceptionnel. Il fait tout le temps beau, chaud. Tu peux aller nager le matin avant d'aller au bureau. Non, non, c'est très, très sympa. Et donc après cette année de folie en Australie, en Asie, où tu vis toutes ces expériences folles, le terroir français te manque et tu reviens en France. Est-ce que du coup, quand tu reviens en France, tu as déjà en tête le projet, donc Parcel House dont tu vas nous parler, ou pas du tout? Pas vraiment. J'avais une idée. Déjà, moi, depuis très très jeune, j'ai toujours voulu entreprendre et je pouvais pas le faire en Australie. Et ça aussi, c'était un point qui commençait à me chagriner en n'étant pas résidente australienne. Je pouvais pas entreprendre. Et en rentrant en France, non, j'ai rejoint les équipes du Club Med à Paris.
J'avais pas forcément encore, l'idée de parcelle, mais je me suis très, très vite rendu compte que Paris, c'était pas fait pour moi, surtout après, 7 ans à l'étranger. Oh là là, évidemment. Le choc était Le assez choc terrible. total. Ah ouais, non, vraiment, c'était pas pour moi du tout. De toute façon, je pense que ma famille le savait très bien que j'allais pas rester très longtemps à Paris. Donc j'ai tenu, 3 mois. Ah oui, mais c'est bien, tu raison. Il faut pas C'est ça, insister. exactement et j'avais pas encore trop, trop l'idée et c'est justement pendant ces 3 mois-là où je me suis dit: «Attends, en fait, Paris, 1 c'est pas fait pour moi. 2 travailler dans une société, énorme aussi avec, des centaines d'employés, ça, c'est pas pour moi. La mentalité française, toujours un peu un choc quand tu as jamais travaillé en France». Donc c'est là où j'ai vraiment, décidé de travailler sur parcelle et en fait, c'est venu d'un besoin parce que j'étais à Paris, je suffoquais et j'avais vraiment envie de partir en week-end, prendre l'air, pas très loin de Paris et surtout redécouvrir le terroir français, tu vois? Découvrir comment on fait un camembert, découvrir les vins, la Champagne et cetera et il y avait pas vraiment d'offres, comme ça sur le marché, donc j'ai décidé de le créer. Mais ça, donc c'est complètement dingue. Donc comme je te disais, et tu le sais d'ailleurs, puisque je t'avais contacté, moi je suis Parcelle depuis le début. Et en Merci. plus, mais c'était normal, c'est un très beau projet. Et puis en plus, ça me parle, hein, moi qui viens aussi du milieu du tourisme, de l'hôtellerie, ça me parle vachement. Les hébergements atypiques, j'adore. Et en plus, tu as cette manière, donc je sais pas si c'est toi qui gères ton Insta, mais on n'a qu'une envie, c'est de le suivre et d'aller voir tous les jours les nouvelles photos que tu postes. Enfin, tu donnes vraiment envie, Ah bah, tes c'est photos trop font vraiment gentil. rêver. Et c'est vrai, c'est vraiment sincère. Bah, Euh, merci beaucoup parce que oui, c'est moi pour l'instant. c'est On est bien, tellement bravo. nombreux dans la société. Et oui, les débuts. Alors, comment ça s'est passé? Moi, j'ai envie de tout savoir. Comment ça s'est passé? Comment tu as eu l'idée? Et de l'idée à la concrétisation, combien de temps il s'est passé exactement? Ouais, bien sûr. Bah, alors moi, j'ai eu l'idée, c'était quand? En juillet 2019, quand j'ai quitté, Paris. J'ai pris, 1 mois et demi de vacances, tranquillement, dans le sud de la France et puis, là, j'ai commencé à bosser, sur l'idée. Donc je savais que je voulais faire, des tiny house parce que j'avais vu, pas mal de tiny house en Australie et que surtout, ça ressemble à une petite cabane dont je suis extrêmement fan. Quand j'étais petite, je faisais plein de petites cabanes partout et je trouve le Trop bien. côté cocon, hyper sympa, tu vois, pour ne rien faire. Parce qu'en fait, l'idée, c'était aussi de créer un espace qui soit un peu un pied-à-terre à la campagne, où tu puisses, vraiment ne rien faire. Switch off et j'en parle très bien parce que je suis plutôt de nature hyperactive, donc c'est vraiment important d'avoir un endroit où tu peux vraiment déconnecter. Donc j'ai commencé à bosser, sur cette idée-là, beaucoup de mood board, Instagram et cetera. J'ai commencé à un peu dessiner la cabane que je voulais. De là, je me suis installée à Bordeaux à la fin de l'été et j'ai rejoint La Ruche, qui est un incubateur, oui, incubateur plutôt économie sociale et solidaire, parce que moi, j'avais vraiment envie de travailler aussi d'une manière avec les agriculteurs, d'avoir un business model à impact. Donc, je les ai rejoints et ils m'ont accompagnée pendant 9 mois, en fait, de l'idée au projet. Et pendant tout ce Génial. temps-là, j'ai vraiment créé la société, recherché des agriculteurs, des viticulteurs, trouver des partenaires, trouver un constructeur et je me suis lancée. Ça a pris, oui, ça a pris quand même en tout 11 mois, avec le Covid entre-temps qui est arrivé. Ouais, en plus. Ouais, c'est ça, en plus. C'est ça. Et c'est génial que tu te sois fait accompagner par un incubateur parce que je connais bien ce milieu-là et ça aide vachement en fait. Ça t'ouvre aussi un réseau, c'est assez exceptionnel. Ouais, ça t'ouvre un réseau, puis ça t'ouvre aussi à pas mal de réflexions sur ta société, sur ce que tu veux en faire. Ça dépend à quel stade tu es de ton idée ou de ton projet. Mais je pense qu'il y a des accompagnements pour chaque stade et c'est hyper important de le faire, surtout pour la solitude de l'entrepreneur qui est vraiment réelle. Tout à Parce fait. que moi, je suis arrivée à Bordeaux, je connaissais personne. Mon conjoint travaillait énormément et du coup, j'avais ni amis, ni coworking space, etc. Et c'est vrai que c'est là où tu te dis que les accompagnements sont hyper importants pour te sortir de cette solitude. Ouais, complètement, c'est hyper important. Et donc toi, t'es revenu, parce qu'en fait, t'es rentré en France, donc tu as lancé ton projet, tu ne travaillais pas à côté, tu étais complètement, tu n'étais plus salarié du tout.
Complètement sans argent. C'est ça. C'est ça, en fait, que je voulais dire. Oui, oui, c'est le mot. Oui, C'est oui, parce que ça. j'ai démissionné donc moi plutôt à la mode anglo-saxonne, et beh, j'ai jamais travaillé en France donc j'ai pas le droit au chômage et puis j'avais pas Waouh! forcément, envie de le faire et je savais que je prenais un risque, hein. Ma mère m'a dit: «Mais tu es complètement folle». Évidemment. Forcément, mais en fait, il y a les statuts d'auto-entreprise qui sont quand même hyper flexibles et moi je fais un peu de conseil en marketing à côté, ce qui me permet de vivre, le temps de monter mon projet. Mais c'est certain qu'il y a un point, hyper important, c'est quand tu travailles sur un projet, entrepreneurial, c'est que tu perds énormément en qualité de vie, en niveau de Bien vie, sûr. en statut, en argent, en tout, et surtout en stabilité parce que, ben, tu n'es plus rien aux yeux de la société française dès que tu n'as pas de CDI en France. C'est un Non, mais truc de c'est fou. clair. Non, mais c'est clair. Et c'est pour ça que je parle souvent de ça dans les épisodes parce que je sais on est quand même beaucoup à avoir cette peur au niveau financier, au niveau de changement de statut, comme tu le dis, qui nous freine en fait, qui nous empêche de nous lancer dans nos projets. Et c'est un vrai frein, c'est une vraie peur. Ouais, je pense que moi je dis toujours qu'il faut oser et foncer un peu, tête baissée. Après il y a des risques, calculés à prendre, hein. C'est-à-dire que quand tu as un logement, tu évites de déménager si tu changes de statut entre-temps, parce que tu sais que pour retrouver un appart, ça va être une galère monstre. Donc faut avoir un peu des blocs de stabilité, j'ai envie de dire, avant de te lancer dans un nouveau départ. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc tu te lances, tu te fais incuber, t'es incubé au sein de la ruche, tu vas chercher des agriculteurs, des fournisseurs. Comment Mmh. tu as fait du coup pour sélectionner déjà la personne qui s'occupe de te fournir le bois? Elles sont en bois tes maisons, hein. D'ailleurs, tu Ouais. nous as même pas fait ton petit pitch sur Oui! Parcelle Tiny House. Donc je te laisse faire ton petit pitch déjà Donc le petit pour qu'on pitch de comprenne. Parcelle. Parcelle, c'est un concept d'hébergement éco-responsable sur les terres d'agriculteurs. Donc nous, Parcelle, on achète et on installe les tiny houses qui sont des micro-maisons écologiques sur les terres d'agriculteurs pour offrir aux voyageurs un séjour au cœur de la nature et aussi un moyen de reconnecter avec le terroir français et les garants du savoir-faire français, donc les agriculteurs. Et ces petites maisons qui sont construites en France par un constructeur indépendant sont 100% autonomes. Donc on est sur des panneaux solaires pour l'électricité, récupération des eaux de pluie pour la douche et des toilettes sèches sans sciure, nouvelle génération qui ont été réalisées par un ingénieur français. Donc ça, Incroyable. c'est le petit pitch de Parcelle. Donc tu viens chez Parcelle pour en fait redécouvrir la gastronomie locale, déconnecter, tu switch off ton téléphone et tu profites de quelques hectares de nature dans des lieux exceptionnels puisque la première est au cœur des vignes de Saint-Émilion, donc à 40 minutes de Bordeaux. Ça doit être vraiment, ça doit être vraiment cool. Et donc Voilà, tu j'imagine. pourras venir. Ah mais t'inquiète, de toute façon, je te l'ai déjà dit que je viendrais. Il faut juste Top. que je trouve le bon moment. Ce que je voulais dire, donc quand tu fais une réservation pour dormir, pour passer un séjour, pardon, dans une tiny house de chez Parcel, est-ce que tu as un package, par exemple, je sais pas, dégustation de vin ou d'autres loisirs, d'autres activités comme ça de ce type? Bien sûr. Donc aujourd'hui, sur Saint-Émilion, tu peux par exemple acheter une bouteille du vigneron local, de la vigneronne locale, et la déguster directement à ta tiny house. Tu peux aussi prendre des petits produits du terroir. Là, on travaille avec une marque qui s'appelle Super Producteur, qui est hyper engagée, qui travaille avec des producteurs locaux. Mais les packages vont vraiment évoluer au fil des rencontres et au fil des lieux. Donc, par exemple, à Saint-Émilion, tu peux faire une dégustation de vin et découverte des chais gratuitement inclus dans ton expérience. Pour la prochaine, par exemple, à la Tiny House de la ferme de Garance, qui ouvre dans 3 semaines, tu peux avoir un petit barbecue, un pack à barbecue qui est prêt quand tu arrives avec les légumes du potager et la viande du domaine à griller sur ton brasero. Et Oh là plus là! tard, tu auras plein d'expériences, donc on n'a pas encore tout développé, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir, voilà, aller faire, je sais pas, une initiation à l'apiculture avec l'apiculteur de la ferme, découvrir comment on fait la permaculture dans un potager, vraiment un peu découvrir aussi comment est fait la gastronomie française.
Ouais, c'est génial, c'est une super idée. Et comment tu fais alors les terrains sur lesquels tu poses tes tiny house? Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Par exemple, est-ce que c'est un loyer que tu payes à l'agriculture qui te donne ton terrain ou alors ils touchent une com sur les ventes? Comment ça se passe? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, nous, on travaille en partenariat avec les agriculteurs. Donc, on installe ces petites tiny houses clés en main sur leur terre et eux perçoivent une commission sur le chiffre d'affaires, donc sur les nuitées vendues, que ce soit les prestations de restauration d'expérience ou de nuitées. Ce qui permet en fait de développer un hébergement sur leur terre sans investissement de leur part. Et en fait, c'est parti d'un constat quand je faisais mes recherches au tout début. Je voyais qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs qui voulaient développer de l'hébergement sur leur terre, mais qui n'avaient pas forcément ni l'argent, ni l'expertise. Et donc, venant du milieu du tourisme, je me suis dit que ça serait peut-être sympa de mettre une expertise clé en main pour les agriculteurs, puisque aujourd'hui, tu vois, même gérer un hébergement sur Airbnb ou sur Booking pour un agriculteur qui a bien d'autres choses à faire, c'est quand même beaucoup de temps et de complexité. Mais complètement. C'est une excellente idée, je trouve. Et où est-ce qu'on peut te trouver si on veut réserver Parcelle, une tiny house de chez Parcelle? Comment on te trouve? On te trouve sur Booking, sur le site, sur Airbnb? Alors, vous trouvez sur le site et s'il vous plaît, booker en direct. Ça, c'est un grand Évidemment, truc. On le sait évidemment. toutes les 2 venant de l'hôtellerie, mais Ah là là, oui. c'est beaucoup plus sympa et je préfère donner une commission plus élevée aux agriculteurs que de la donner à certaines plateformes de voyage en ligne. Donc, réservez sur parceltinyhouse.com. Aujourd'hui, on a 2 destinations qui vont ouvrir et on espère en ouvrir 5 nouvelles Ah d'ici oui, septembre. Oui, on est dans une grosse accélération avec c'est fou beaucoup, ça. beaucoup de travail pour l'été. Et comment tu fais? Tu as levé des fonds? Alors, j'ai de la chance, j'ai trouvé des super associés qui viennent de rejoindre le projet tout récemment, là, il y a quelques semaines. Et ensemble, on peut aller chercher des financements qui nous permettent de mettre à disposition ces tiny houses pour les agriculteurs. Super, bravo. Et alors, combien ça te coûte de construire une tiny house? Alors, pour construire une tiny house, faut compter à environ entre 45 et 50 000 euros. Nous, on travaille avec un constructeur qui est indépendant, qui est basé dans le Gard et qui source ses matériaux en France, bien sûr au plus possible. Mais ce qui coûte en fait le plus cher dans cette construction, ça va être l'autonomie, puisqu'on est sur des panneaux solaires, des toilettes sèches qui sont made in France. Mais c'est ce qui rend l'expérience hyper intéressante, puisque ça nous permet de mettre déjà les tiny houses dans des lieux un peu plus reculés, au cœur de la nature. Tu vois, vraiment là, on est au cœur des vignes. On ne pourrait pas être accordé au système énergétique classique. Et ça permet également d'éduquer en fait le voyageur sur des petits gestes du quotidien qui sont hyper importants, comme faire attention à la douche, à l'eau que tu consommes, à l'électricité également, à les habituer un peu au compost. Donc il y a plein de petites choses qui sont assez intéressantes sur ce mode de fonctionnement. Et donc, malgré cette période qui est compliquée avec le Covid, tu as lancé ta première tiny house en plein Covid. Est-ce que tu arrives quand même à avoir des réservations? Oui, heureusement. C'était très Oui. dur pendant le Covid. J'ai failli tout arrêter avant même d'avoir lancé parce que je me suis dit: «Mais où allons-nous?» Et finalement, j'ai bien fait de persévérer. Les retours sont super positifs et oui, heureusement, on a eu pas mal de résas cet hiver, puisqu'on est ouvert toute l'année. On a mis un petit poêle à gaz à l'intérieur de la tiny, effet Oh là cheminée. là, génial. Ouais, non, non, c'est hyper sympa l'hiver en plus, c'est vrai que l'hiver, tu as pas trop d'options pour partir en week-end et c'était une vraie volonté de pouvoir commercialiser l'hiver et là, les beaux jours reprennent donc on avait un super taux de remplissage qui s'est amaigri avec le mois d'avril mais bon, on pense que vraiment, une fois que tout sera fini et que tout le monde sera vacciné, on pourra repartir correctement. Ouais, et en plus, j'ai envie de dire que donc effectivement, cette crise, elle est super compliquée pour le secteur du tourisme, mais pour toi qui as lancé ce concept-là, on va, je pense, les Français vont avoir de plus en plus envie de redécouvrir la France, puisqu'on finalement on a perdu l'habitude de voyager, et je suis pas certaine qu'on va tous se jeter sur des billets d'avion et partir aux quatre coins du monde. Je pense qu'on va avoir envie, pour la plupart, de visiter la France. Je sais pas ce que t'en penses, mais du coup, je pense que tu vas devoir saisir une très très belle opportunité.
Mais, je suis bien d'accord avec toi et j'espère que ça sera le cas. En tout cas, on le voit aujourd'hui dans les modes de consommation, touristiques, hein, de plus en plus de voyages, près de chez soi, ce qu'on appelle la micro-aventure et cetera. Donc non, je pense qu'il y a vraiment, une aubaine là-dessus et c'est top que les voyageurs, en fait, prennent aussi conscience de la beauté du patrimoine et du terroir français. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte quand j'étais à l'autre bout du monde. Qu'on a C'est quand même des vrai. paysages, de folie et même moi, je connais, quoi, je redécouvre la France, hein, puisque au final, il y a plein, plein d'endroits que j'ai jamais fait, alors que je connais mieux l'Asie. Donc oui, c'est un vrai point que, voyager à côté de chez soi peut vraiment vous rendre service également. Mais complètement. Et puis, on va pas se mentir, la France, c'est quand même un des plus beaux pays. Il y a des endroits mais incroyables. Et ça vaut le coup de la visiter, je pense. Et encore plus de la visiter comme ça avec une petite expérience hyper authentique. Personnellement, moi, j'ai vraiment envie de me rapprocher de plus en plus de la nature, des moments vrais et authentiques. J'adore ce terme, on l'utilise un peu trop souvent, mais bon. Et je trouve que tu réponds finalement à ce besoin-là qu'on peut avoir. Non, mais c'est vrai, authentique, tu vois, c'est un peu le mot, moi non plus, j'aime pas trop l'utiliser parce que dès que tu l'utilises, ça perd un peu de son sens. Et c'est pour ça que nous, on essaye de créer un lieu, hem, chez une personne, qui est passionnée et passionnante et qui va pouvoir partager son savoir, mais rien n'est vraiment, figé. C'est-à-dire que ton expérience, c'est pas un package. On n'est pas là pour te vendre une expérience, sur mesure, de 9 heures à 19 heures. Moi, c'est plutôt la rencontre, Saint-Émilion, tu y vas, Véronique, la vigneronne du château Champion, heu, tu la verras passer, tu engages la conversation avec elle et c'est comme ça que les choses se font naturellement. C'est pas forcément, OK, tu as une visite à 10 heures, 11 heures, midi, et cetera. Donc on est vraiment sur une relation humaine avant tout. Ouais, j'adore. Donc les futurs projets, c'est d'ouvrir 5 maisons en plus, c'est ça, Mmh. cette année? 5 nouveaux lieux, ouais. Ok. Et à plus long terme, quels sont les projets que tu peux partager avec nous? Bah, les projets, ça serait, d'avoir un petit peu des tiny house, partout en France, et d'arriver à vraiment, on va dire, mettre en avant la diversité du terroir français. Tu vois? Moi, demain, j'aimerais bien que le week-end, tu te dis: «Ah tiens, j'ai envie de partir, chez Parcelles. Quelle destination je vais choisir pour aller, découvrir, un métier, une région, un plat ou autre, spécifique, à la France et pourquoi pas un jour à l'étranger, mais pour l'instant, on va se cantonner à la France, Oui, ça sera déjà pas mal. step by step, comme on dit. Exactement. Hem, bon, bah, c'est génial. C'est génial, c'est génial et ça me fait penser quand même que, j'ai interviewé, il y a pas si longtemps que ça, les abeilles de Malescaut, qui sont du coup apicultrices et qui ont un terrain magnifique. Hem Ah! et elles sont Ça adorables. m'intéresse. Une petite Voilà, tout à synergie fait. Petite synergie. On en reparlera, hein, petite avec parenthèse plaisir. que je ferme. Mais je pense que ça peut être intéressant. Merci Géraldine d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est vraiment un superbe projet. Merci à toi. Euh, Est-ce que, donc toi qui as vécu l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est haut, c'est bas, la galère de pas être salarié et de devoir essayer de se faire un peu de thunes comme on peut, hein, est-ce que tu aurais un conseil, une phrase peut-être qui t'a guidé pendant tous ces mois de lancement? Ouais, j'en ai 2. J'ai un conseil et une phrase. Super, parfait. Le premier conseil, c'est, vraiment de oser. Je pense qu'il faut pas avoir peur et de pas trop réfléchir. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Heu, Au plus on réfléchit, au plus on a peur. Donc fais les choses et après tu verras. C'est comme ça que je fonctionne. Et une phrase, intéressante, je trouve que du fondateur du Slip français que j'avais écouté, qui fait Ah, des podcasts pas mal sur l'entrepreneuriat, qui disait que l'entrepreneuriat, c'était un vrai roller coaster et pour le coup, ça l'est vraiment. C'est-à-dire qu'un jour, tu peux te lever, absolument euphorique, parce que tu as eu une bonne nouvelle et l'après-midi, bah, finalement, moi, ça m'est arrivé, j'ai eu une autorisation, pour installation d'une tiny house qui était refusée, j'étais en pleurs. ouais, bah, Donc bien sûr. c'est vraiment un roller coaster, dans un laps de temps très court. Il faut Ouais. juste s'y préparer et préparer, son entourage. Mais Tout à fait. Oui sinon et ça puis va en très bien.
Ouais, c'est vrai. Et en plus, je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on prend aussi les réponses positives ou les réponses négatives comme des signes par rapport au projet qu'on est en train de mener. C'est Exactement, ça, mais on est ça, c'est d'accord. moi, j'ai développé des tocs d'être complètement, superstitieuse à me dire, Ah mais «Ah non, mais pareil. ça, c'est un no-go», c'est genre le covid, j'étais là: «Mais ça, c'est un no-go, ça, c'est-à-dire qu'il faut pas que je me lance». Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est une Donc horreur. non, n'écoutons pas les signes de superstition qui ne tiennent pas la route, Ouais, c'est ça. plutôt écouter la passion qui est en vous. Ouais, c'est vrai. Exactement. Bon, et c'était quoi ton rêve de petite fille alors? Mon rêve de petite fille, j'en avais 2, mais il y a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Je voulais être, danseuse et plus précisément danseuse dans les clips et là, je dis ça, je sais que je vais J'adore. ouais, non, mais vraiment, mon père me l'a encore dit l'autre jour, il m'a dit: «C'était loin de ton rêve de petite fille». Oui, en effet, rêve pas partagé par mes parents et je voulais être, juge pour les enfants. Donc vraiment, rien à voir avec ce que je fais, aujourd'hui, ouais. Mais, c'est 2 choses qui me passionnent, quoi. La danse pendant les clips, bien sûr. Non, non, j'ai toujours aimé danser et j'ai toujours été passionnée par le droit, donc, qui Ah, sait, comme quoi. peut-être une reconversion, plus tard. Mais peut-être, tout est possible, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Chaque jour une surprise, comme ma sœur, pardon, m'a dit un jour, et c'est très vrai. Ah, j'aime beaucoup ça. Ouais, Ah oui. c'est bien mon quotidien, ça. Merci beaucoup Géraldine pour ce bon moment et je te souhaite beaucoup de succès avec Parcelle pour les mois à venir et puis les années à venir. Bah, merci beaucoup Sandra, puis on t'attend de pied ferme dans une des destinations, hein, que ce soit Saint-Émilion, la ferme de Garance ou autre et on va essayer de trouver un lieu d'exception, proche de Nice pour toi. Ah, ça serait cool, ça serait vraiment très très cool. J'attends ça avec impatience. Merci Géraldine, à plus. À plus, merci. Tu as aimé cet épisode? Alors n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast. Cela m'aiderait fortement à augmenter la visibilité du podcast et à le faire connaître. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule « Elles réalisent leurs projets et leurs rêves ».